Pourquoi méditer? Parce que c'est pour moi la seule manière de pouvoir percevoir ce qui est derrière le mouvement. Toutes les choses sont impermanentes, toutes les choses apparaissent et disparaissent en continu. On peut même dire qu'elles disparaissent aussitôt qu'apparues. Et donc, nous, on met un espèce d'espace-temps sur le mouvement de l'existence, mais en fait, ça change tout le temps. Et qu'est-ce qui est à la cause et l'origine de ce mouvement? Quelle est la source de l'existence, en fait, de la vie? Qu'est-ce qui permet que la vie soit ce qu'elle est? Et que nous ayons toute cette activité sans cesse, et des fois tellement prégnante dans nos vies qu'on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui, euh, de ce qui nous nourrit, de ce qui est vivant en nous. On traverse l'existence comme un peu des machines, des robots, des gens qui n'ont pas conscience de la beauté du monde, qui le massacrent, qui font des désastres écologiques, qui ne sont occupés que par leur égoïsme. Quand on fait zazen, on se met un peu en retrait et on regarde tout ce spectacle. Et on s'aperçoit que la manifestation, tout l'univers est une chose incroyablement belle, complexe, sophistiquée, lumineuse, et que les êtres là-dedans sont occupés à faire leurs petites activités sans avoir conscience de cette grandeur, cette magnifique lumière qu'il y a partout dans les choses. Alors, on s'arrête pendant Zazen et on regarde. On ne fait rien. On apprend à ne rien faire. Qu'est-ce que nous apporte notre pratique? Si elle nous rend plus égoïstes, c'est pas la peine. On peut pas être de bons exemples. Si on apprend la compassion, la bienveillance, les paroles aimantes, si on apprend enfin, les vertus, la persévérance, la patience, le don de soi, la gentillesse tout simplement, l'amabilité, on, on aide les autres tout simplement. On apporte un peu de tranquillité et de calme là où tout est rapidité, désir de profit immédiat, euh, voilà, où il y a la négligence un peu partout à propos de notre patrimoine collectif, de la terre, de la nature. Le Bouddha était sans doute une des personnes les premières à recycler les vieilles choses, les vieux vêtements abandonnés pour vêtir ses moines. Je trouve ça incroyable. Avec les rebuts de tissu,
on construit et on assemble un vêtement qu'on appelle nous le kessa, qui est le vêtement symbolique qui protège le moine contre toutes les, les intempéries de la vie. Et je trouve ça assez génial. Il était là et ce qu'il a enseigné aussi, c'est d'apprendre à se contenter de ce qu'on a. Quand on mendie sa nourriture dans les bols, autre symbole excessivement important, on se contente de ce qu'on a. Un jour c'est peu, le lendemain c'est beaucoup. Et voilà, on reste avec l'esprit équanime, on est juste dans le contentement. Voilà, c'est une vertu très importante dans le zen. Je crois que le grand principe du bouddhisme, c'est que il y a toutes les choses sont une. Et quand on est tout seul dans son coin, on a tendance à se faire des idées, on a tendance à évaluer sa propre pratique, on a tendance à regarder l'heure de temps en temps pour savoir si on a fait ce qu'il fallait. Encore un peu soumis à ses choix personnels. Alors que dans le rythme collectif, tout le monde suit, il y a juste à suivre, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas besoin de planifier quoi que ce soit. Donc c'est un repos de l'esprit en fait, de juste suivre et pas se conforter avec ses petits choix personnels. Alors ben, ensemble, c'est la sangha, c'est la communauté des pratiquants, c'est en fait tous les êtres, et on ne peut pas penser qu'on est séparé des autres. Euh, Si on le pense, ben, c'est un peu une erreur, on fonctionne tous ensemble, tout est interdépendant, et mon action agit sur l'autre, et l'action de l'autre agit sur moi. Et donc, il faut se rendre compte de cette incroyable, je dirais, merveille aussi, qui est le- le- la manière de fonctionner ensemble dans une retraite d'été. Je trouve ça, moi, assez fabuleux. Et c'est simple en plus, il y a pas de, c'est pas compliqué, voilà. Et quand on est ensemble, on arrête de suivre son petit moi, son petit moi personnel, et on se met au service des autres. Et c'est vraiment l'accomplissement de la pratique de Zazen, c'est-à-dire de pratiquer non pas pour soi, mais pratiquer pour tous les êtres. Voilà.
il faut voir aussi avec quel esprit on pratique zazen. On peut avoir l'esprit de profit aussi, un désir de pureté, un désir d'être parfait. La perfection n'existe pas. Donc voilà, si on pratique avec ce désir, à un moment ou à un autre, ça va exploser. Ça va arrêter en route parce qu'on ne peut pas prétendre pratiquer la voie du Bouddha en faisant des efforts inconsidérés euh, avec un objectif. Il faut se débarrasser de l'objectif. Il faut juste aimer la pratique pour ce qu'elle est. Alors, bien sûr, et il faut se nourrir aussi de l'enseignement des maîtres, et les enseignements du Bouddha d'abord, et ensuite de ceux qui ont transcrit ou écrit ces sutras du Mahayana. Moi, je pense que c'était vraiment des très grands éveillés. Les discours du Bouddha, ils apparaissent dans... Il y a des sutras qui sont des gros livres, hein, des sutras du bouddhisme Mahayana, qui sont apparus au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle. Auparavant, c'était les discours du Bouddha mémorisés. Et donc, le premier des disciples du Bouddha qui a mémorisé les paroles du Bouddha, c'était Ananda. Et Ananda avait une grande et une excellente mémoire. Donc, voilà, comme les histoires au Moyen-Âge aussi, on allait jusqu'à les mémoriser, on les mémorisait pour pouvoir encore les raconter après, sans oublier l'essentiel. Donc, souvent, il y a une très très grande phrase, et puis dans cette phrase, il y a juste un mot qui change. On répète la phrase, ce qui permettait de passer du 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertus ou 7 vertus. Il y a beaucoup aussi dans le bouddhisme de classification de nombres. Les 3 trésors, les quatre vœux du bodhisattva, les 6 paramitas, voilà, les 108 illusions, les 18 domaines d'essence. Enfin, il y a toujours... Et la numérotation permettait aussi de mémoriser. Et je trouve ça assez touchant, parce que ça n'a pas bougé pendant des siècles, et que c'est arrivé jusque dans les sutras qui ont été rédigés. Les premiers écrits peut-être datent principalement des débuts de notre ère, des 4 ou 5 premiers siècles, où il y a eu des écrits et des sutras qui sont des merveilles, et qui sont pour nous à étudier de façon à compléter, à apprendre à diriger notre vie quotidienne dans la direction que nous indique le zazen des Bouddhas, que nous pratiquons tous les jours. Oui, dans une retraite, on les pratique tous les jours. L'étymologie des sutras, du mot sutra, c'est très intéressant parce que c'est ce fil qui te mène dans la bonne direction. Voilà, c'est comme le fil d'Ariane. Ariane, elle retrouve la sortie là, en suivant le fil qu'elle a laissé en venant. Et les sutras, c'est le fil qui nous conduit directement à l'éveil. Donc il faut l'étudier, hein, il faut franchement l'étudier sérieusement, les sutras. Et c'est faux de penser qu'on va brûler les livres avant de les avoir étudiés. On les étudie, après on peut les oublier. Mais quand on les a étudiés dans des livres, on s'aperçoit qu'il y a une telle richesse dans certains sutras qu'il faut lire et lire et lire et relire encore pour découvrir vraiment la substance de ces enseignements.
Je crois que le zen s'adapte ou va s'adapter. En Europe, on reçoit un zen japonais qui, des fois, a certains aspects culturels qui, pour nous, sont durs à comprendre. Mais on est à la première génération. Donc c'est tout neuf, c'est 40 ans ou 45 ans, ou disons 50 ans maximum, et c'est très peu pour eux. Et la première génération, moi personnellement, je ne me sens pas de modifier ce qu'on a reçu et ce qu'on reçoit des Japonais, du zen japonais, qui a plusieurs siècles d'existence et qui a étudié, travaillé, transformé, amélioré la pratique pour en faire quelque chose qui des fois est perverti par l'institutionnalisme, mais qui aussi garde sa fraîcheur si on sait la trouver, si on sait voir l'essence à travers ce qui nous est transmis des Japonais. Il n'y a pas de problème pour le faire ici non plus. Mais ça va se transformer, ça ne peut pas ne pas se transformer. Et donc il y a une génération derrière qui commence déjà à faire des petites modifications, et puis la deuxième en fera, la troisième va apporter un autre élément, la quatrième, la cinquième, et dans quelques siècles, il y aura une forme qui sera occidentale, qui n'aura pas oublié le Chan chinois, le bouddhisme indien, le Chan chinois, le zen japonais. Il y aura une forme de zen occidental qui sera la suite. C'est comme une rivière qui coule. C'est toujours la même eau en fait. Et donc voilà l'essence. C'est le courant qui, qui parle à travers l'adaptation du zen, c'est la pratique de zazen. C'est ça qui parle à travers, c'est ça qu'on ne va pas oublier. On peut changer les formes, mais on ne changera pas l'essence. Et l'essence, elle est immédiatement là, présente, dès qu'on s'assoit. Même si on ne le sait pas, et même à notre insu. C'est-à-dire que même si on ne le veut pas ou si on ne le reconnaît pas, ça se fait, ça se passe. Et c'est ça, c'est un peu miraculeux quelque part, c'est mystérieux. On rentre dans ce mystère sans même s'en rendre compte des fois.